gagnant. Mais quand même, faut-il nous rappeler que ce gouvernement est arrivé au pouvoir grâce à une campagne savamment menée autour du slogan « Deuxième miracle économique ». Ce gouvernement croit pouvoir leurrer la population avec des écrans de fumée, mais il sera confronté aux dures réalités lors des prochaines élections. C'est un gouvernement qui n'est pas à l'écoute de la population ni des acteurs économiques. Résultat, pratiquement tous les principaux secteurs économiques sont en grande difficulté, que ce soit le sucre, le textile, l'offshore, le tourisme, et la dégradation sociale va s'accentuer. Pour masquer son incapacité de présenter un budget à la mesure de la conjoncture économique, le ministre des Finances, le Premier ministre et le ministre des Finances a distribué des cadeaux à la tout-va. Les fines de fer à la bouche douce, force est de constater que les sucreries de sa fameuse cuisine ont déjà un goût amer, comme celui de la morgose dans la bouche de la population. Car ce peuple éclairé est conscient qu'il peut donner un bonbon avant de faire l'aval de l'huile boire. Ce peuple éduqué sait pertinemment bien que le Premier ministre et le ministre des Finances tentent de le séduire pour avoir ses votes aux prochaines élections. Est-ce de mesurer de dire que nous avons un gouvernement bombe à retardement? Non, Monsieur le Vice-président, ce n'est pas un secret de polichinelle que le deuxième miracle économique promis par ce gouvernement, qui était au départ un mirage, s'est avéré être une faillite totale, comme en témoignent nos indicateurs économiques. Pour la bonne et simple raison que ce gouvernement n'a pas su gérer notre économie. Réalisez-vous que nous avons eu 2 premiers ministres et 3 ministres des Finances, et pas de lumière au bout du tunnel. 2020 s'annonce très difficile sur le plan international. L'économiste Nouriel Roubini, qui avait prédit la crise économique en 2008, vient de prévenir des risques grandissants d'une récession internationale. Malheureusement, il n'y a rien dans le budget 2019-2020 pour armer notre économie de la résilience. Tout rassurant, tout généreux qu'il puisse paraître à première vue, ce budget ne peut occulter le fait que nous avons des dettes massives qui pèsent sur chaque citoyen et sur les générations à venir. Et en absence des mesures audacieuses et des décisions courageuses pour développer de nouveaux secteurs porteurs pour relancer notre économie, nous serons contraints de vendre nos bijoux et nos joyaux sans compter de puiser dans nos réserves pour éponger partiellement nos dettes. Voilà où nous en sommes. En fin de compte, c'est un budget bien emballé comme toujours, qui cache bien des choses avec de l'effet adoucissant à court terme. Mais sur le long terme, on constatera qu'on avance à reculons par manque de volonté politique réelle pour assainir notre situation marquée par le marasme économique qui va faire voir ses effets après les élections. Maintenant, Monsieur le Vice-président, laissez-moi passer à l'item logements sociaux dans le budget. Les successifs budgets de 2015 à ce jour contiennent des chapelets d'intentions concernant le logement. Mais en réalité, toutes ces intentions sont restées lettres mortes. Toutes ces intentions n'ont jamais été réalisées. Dans tous les budgets du présent gouvernement sous l'item Social Housing Unit, que des milliards et que de belles paroles. J'aurais espéré que cette fois-ci, la donne va changer, mais je serai sceptique par rapport à tout ce qui se passe depuis 2015. Il faut avoir une volonté politique pour résoudre ce problème de logement. L'argent est là, les terres sont là, mais il n'y a pas de volonté politique pour résoudre ce problème. Sur les 10 000 logements sociaux qui ont été annoncés durant la campagne électorale et dans le Government Programme de 2015, et là, je me réfère au budget, aux annexes du budget, à la page
à la page 79 pour le ministère de Housing and Lands. Et c'est un peu dommage que l'honorable ministre, mon ami Mahendra Grou, n'est pas là. C'est vraiment choquant, monsieur le vice-président. Parmi les main achievements de ce ministère en 4 ans et demi, main achievement since 2015, 1979 social housing has been constructed. C'est le main achievement de ce ministère. 1979 social housing has been constructed since 2015, monsieur le vice-président. Et vous allez être encore plus choqué. Dans ce chiffre-là qui a été mentionné, je n'invente rien, il n'y a pas de démagogie par rapport à ça, ça peut être vérifié. J'avais posé une question parlementaire au ministre le 15 mai 2018, PQB 374, et la réponse du ministre est édifiante. I am informed by the NRGC that between January 2015 and March 2018, construction of 1,358 housing units has been completed, out of which construction of 746 housing units started prior to January 2015 and were delivered in 2015. Donc, dans ce chiffre de 1979 maisons qui ont été construites et délivrées, 746 maisons datent de l'ancien gouvernement, ce qui nous ramène à un total de 1233 maisons, monsieur le vice-président. 1233 maisons construites en 4 ans et demi de ce gouvernement-là. Et là-dedans, ce qui est encore plus incroyable, c'est que le ministre persiste à dire qu'ils vont construire 10 000 maisons, et alors qu'il ne nous reste que 6 mois pour terminer ce mandat, monsieur le vice-président. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment incroyable de constater que 1233 maisons ont été construites en 4 ans et demi, et il ne nous reste que 6 mois. Et ils ont cette fâcheuse habitude de vendre des rêves à la population qu'il faut cesser. Et autre fait regrettable, monsieur le vice-président, et ça je trouve ça vraiment regrettable et déplorable, dans toutes ces maisons qui ont été construites, il n'y a pas une seule maison qui a été construite à Port-Louis. Il n'y a pas une seule maison qui a été construite à Port-Louis. Port-Louis, il y a 4 circonscriptions. C'est la capitale du pays. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. 4 circonscriptions. Pas une seule maison à Port-Louis, monsieur le vice-président. Je ne sais pas pourquoi les Port-Louisiens, ils ne méritent pas ça. Un gouvernement est là pour toute la nation, est supposé d'être là pour toute la nation mauricienne, mais pas une seule maison a été construite, monsieur le vice-président. Je n'aurais pas aimé reprendre les mots du mentor quand il dit qu'il allait, vous savez, P et puis 4 petites points sur E. Donc, je n'aurais pas pu prendre ce mot à cette heure-ci, monsieur le vice-président, mais en tout cas, c'est l'impression qu'on a. 0 maison à Port-Louis dans les 4 circonscriptions de Port-Louis. Maintenant, passons au métro express, monsieur le vice-président, qui est au coût des milliards de roupies qui polarise l'attention. Le gouvernement y joue son va-tout. Désormais, plus qu'un impératif, c'est devenu un symbole de haut prestige. C'est une course contre la montre pour que le projet s'achève à la veille des élections pour des raisons évidentes. Mais ce qui est choquant dans tout ça, c'est la contradiction notée entre ce qu'ils ont dit contre ce méga projet et la rapidité avec laquelle ils ont passé à l'action pour ce projet tant décrié soit réalisé. Un clip devenu viral sur les réseaux sociaux démontre avec quelle arrogance l'ancien Premier ministre a repoussé ce projet. Et j'arrive pas à reprendre sa voix, sinon je l'aurais fait. Il avait dit « Tant qu'il m'a poula, pas pour une sa couillonnade là. »
Qui ne se souvient pas de ce clip-là, monsieur le vice-président? Tant Kimokula, pas pour un métro léger. Et que dire qu'on a remporté les élections sur le thème deuxième miracle économique, alors que cette époque-là, le DILE était une priorité dans leur manifeste électoral. Et c'est finalement le métro qui a volé la vedette. Vraiment, on joue au yo-yo avec la population, monsieur le vice-président. C'est pour cela que je dis que c'est un gouvernement de contradiction, monsieur le vice-président. Aussi, monsieur le vice-président, la faillite de ce gouvernement trouve son origine depuis les premiers mois de son installation. Et là, venons à l'affaire BAI. Au lieu de concentrer leurs énergies et leurs efforts à jeter les bases d'une supposée miracle économique, le Premier ministre d'alors, son ministre des Finances et quelques autres ministres se sont embarqués dans une croisade contre la BAI. Cet événement qui a vraiment secoué le pays et l'économie en général. C'est une autre saga qui se joue et on n'en finira jamais de le dire que tout le dossier a été mal géré. On n'a pas évalué les risques d'une telle décision comporte. Avec du recul, on est presque convaincu que le démantèlement de cet important conglomérat relève plus d'une vendetta politique que d'un réel souci d'assainir ce secteur. Le pouvoir s'est substitué à la justice et s'est constitué en tribunal populaire. On a tout de suite procédé à son démantèlement tout en prenant le soin de retirer l'argent de la banque incriminée. Au lieu de bâtir ce gouvernement démoli, par vengeance, ils ont démantelé une des top 5 compagnies du pays. La BAI n'a pas été bâtie en un jour, mais ce gouvernement a pris quelques jours pour faire écrouler comme un château de cartes. C'était une véritable opération de démolition avec des artilleries lourdes sans accorder à la direction de la BAI la moindre possibilité de rectifier les tirs pour certains manquements relevés. Mais la mauvaise foi de ce gouvernement est flagrante. À la manière d'un médecin fou, ils ont prescrit l'euthanasie à un patient souffrant d'une maladie non pas majeure. Monsieur le vice-président, oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Obstiné par le désir meurtrier d'en finir avec la BAI, ce gouvernement ne s'est pas rendu compte qu'il va ouvrir la porte aux enfers pour des milliers de Mauriciens, surtout ces personnes à la retraite qui ont investi leur lump sum dans le super cash gold. Ce gouvernement est responsable de la détérioration du nombre de ces personnes âgées qui ont vu leur économie d'une vie partir en fumée. Ce gouvernement a provoqué une détresse humaine sans précédent dans ce pays. Et là, monsieur le vice-président, pour pouvoir payer les super cashback gold, un plan a été conçu de façon incroyable pour mobiliser plusieurs milliards des fonds publics. Hier même au Parlement, on avait une question de l'honorable Boutim, combien d'argent a été investi dans Mobank, dans NIC, combien d'argent a été emprunté par le gouvernement à la State Bank, à la Banque de Maurice. Juste pour la Banque de Maurice, il y a 4 milliards qui ont été empruntés avec la Banque de Maurice, donc qui est des fonds publics, monsieur le vice-président. Et aujourd'hui, on sait tout le monde que la NIC et la Mobank est quasiment faillite. D'ailleurs, ils ont changé d'auditeur. Après 4 ans d'opération, ils changent d'auditeur parce que les auditeurs ne veulent pas signer les comptes de la NIC et de la Mobank. Et par manque de leadership compétent, ce gouvernement n'a pas anticipé une crise financière. L'État a dû utiliser les deniers publics pour venir en aide aux victimes de la BAI. Du coup, ce gouvernement a tué dans l'œuf le projet d'un miracle économique. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Ce gouvernement a envoyé un très mauvais signal aux investisseurs étrangers. Et qui est cet investisseur étranger qui prendra le risque de venir investir dans un pays où le gouvernement peut cesser les opérations d'une firme par vengeance? Monsieur le vice-président, et comment oublier les propos de l'ancien Premier ministre à l'effet quand il est capitaine d'un bateau et quand le bateau va faire naufrage, c'est-à-dire la banque, alors il retire tout son fric en premier. Monsieur le vice-président,
tout cela, Monsieur le Vice-président, ça s'appelle, c'est un délit d'initié, comme on dit, insider dealing. Et on n'arrête pas au Premier ministre d'alors qui ne se souvient pas aussi de son ministre de Good Governance à l'époque. Lui, il avait fermé ses comptes 5 jours avant la fermeture de la banque, le 18 février 2015. Il a retiré tous ses frics dans cette banque. Et encore plus grave, le high rank official, à cette époque, il était un high rank official de la Banque de Maurice, M. Gougoulaï. Lui, il a un cash, un fixe de dépôt de 2,5 millions de roupies en mars 2015. Et au lieu d'être sanctionné pour ça, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a été promu gouverneur de la banque. Il a été promu gouverneur de la banque pour le démantèlement de cette banque, monsieur le vice-président. Donc, monsieur le vice-président, maintenant, passons à l'item financement des partis politiques. Les finances des partis politiques ne semblent plus être une priorité de ce gouvernement sortant. Tout laisse croire que nous acheminons vers une campagne électorale massivement influencée par l'apport de l'argent. On tentera par ce moyen plus honorable d'influencer l'issue des urnes. Du money politics, et tout le monde sait, et les journalistes en particulier, qui sont ceux qui disposent d'énormes quantités d'argent à leur disposition. On va essayer de corrompre l'électorat. Nous avons peu d'espoir que les instances appropriées, sans s'éveiller au grain, puissent empêcher cela, monsieur le vice-président. Maintenant, laissez-moi passer à un item qui me tient à cœur vraiment, c'est le dossier de la drogue, monsieur le vice-président. Comme vous savez, ce fléau est en train d'affecter l'île Maurice tout entière. Pas seulement ma circonscription, les régions de Plaine-Verte et Rochebois, mais toute l'île en entier. Monsieur le vice-président, ce qu'il nous faut par rapport à ce dossier, c'est un nouveau souffle contre le combat de la drogue. Et moi-même, j'avais félicité le gouvernement pour l'institution d'une commission d'enquête par rapport à la drogue. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé après cette commission d'enquête sur la drogue? Rien. Et la toxicomanie persiste, et là-dessus, j'aurais bien aimé dire que la drogue est un fléau que doit être classé above party politics. Le problème de la toxicomanie est loin d'être réglé. Même si on apprend que des saisies spectaculaires de la drogue ont eu lieu, le synthétique est disponible sur le marché comme jamais. Cette problématique touche tout le monde, y compris le milieu estudiantine. Les parents ne savent plus où se donner la tête tellement la situation est devenue inquiétante. Nous avons eu un ancien ministre de la Santé qui avait banalisé cet épineux problème, qui est en train de décrier des familles par ricochet la société mauricienne. Nos côtes sont comme une passoire. Des bateaux, des yachts, semble-t-il, font le va-et-vient. Nous avons un commissaire de police dépassé qui facilite l'octroi de passeport à un trafiquant notoire et qui reste en fonction en toute impunité. Le ministre de tutelle ne bronche pas comme si c'est normal. Qui a peur de qui? Nous nous sommes amenés à penser. Les centres de désintoxication et de réhabilitation n'ont plus de soutien, tant logistique que matériel, pour fonctionner à plein régime. Des guerriers de la trempe d'Ali Lazer mènent une croisade sans armes égales. Des guerres lasses, certains sont sur le point de baisser les bras. Un nouveau régime devrait reprendre ce combat à bras le corps pour donner l'espoir aux parents et à protéger les plus jeunes à travers une campagne soutenue de conscientisation. La question qui devrait se poser, pourquoi les jeunes se droguent-ils? Y a-t-il un manque cruel de moyens, de distraction à leur portée, ou tout bonnement sont-ils angoissés face à leur avenir qui semble bouché? Il a intérêt à se tourner vers ses collègues de l'éducation, de la jeunesse et des sports afin de solliciter leurs problèmes dans sa quête de solutions durables. Ils sont des milliers de parents, des jeunes adultes, des adolescents,
des petits Mauriciens à ne plus savoir quel sein se vouer, tant la menace de drogue de synthétique est présente dans les environnements immédiats. Nombre de parents se tournent vers des travailleurs sociaux, des membres du personnel soignant ou des forces vives dans l'espoir d'un secours immédiat quand la priorité de ces gens est surtout d'obtenir une écoute, un espace de partage, un plan d'action défini pour le court terme et pour le long terme. On ne le répétera jamais assez, si on veut s'attaquer au fléau des nouvelles drogues synthétiques, il faut d'abord et surtout une volonté politique, un leadership affiché et une synergie multisectorielle. Les ressources humaines du secteur public et privé, société civile et membres du public doivent tous être mis à contribution pour que l'effet des actions et surtout qui seront éventuellement prises aient une répercussion qualificative. Le problème a déjà pris une ampleur trop importante pour que l'on se permette de perdre du temps à discuter. L'heure était à l'action, prompte, adéquate et ciblée, afin que la réponse soit efficace. Le mouvement anti-drogue mène une croisade et ne bénéficie d'aucun soutien digne de ce nom de l'État. Au lieu d'utiliser la MBC-TV à des fins de propagande, on aurait dû la mettre au service de ceux qui militent au péril de leur vie contre tous ces fléaux qui gangrènent notre société, tels que la drogue. Monsieur le vice-président, le temps passe tellement vite, il va falloir que j'accélère mon discours et je passe à d'autres choses plus sérieuses. Maintenant, monsieur le vice-président, permettez-moi d'aborder maintenant le cas des marchands ambulants. Plusieurs parlementaires de la majorité se félicitent des mesures prises par le gouvernement pour s'attaquer à la pauvreté. Mais je compte relever une contradiction dans les actions gouvernementales. D'un côté, le gouvernement accorde le salaire minimal et le negative income tax aux employés au plus bas de l'échelle. De l'autre côté, le gouvernement ne fait rien pour les self-employed au bas de l'échelle. Pire, il les a appauvris, certains d'entre eux, dont les marchands ambulants. S'il y a un dossier qui symbolise l'incompétence, la mauvaise administration, c'est bien le dossier des marchands ambulants. 4 ans et demi, et rien n'a été fait, et bientôt, ce sont les élections générales. Je suis profondément attristé par les difficultés que rencontrent les marchands ambulants. Il s'agit de la subsistance de nombreuses familles, voire même une question de survie. Monsieur le vice-président, pour moi, un gouvernement responsable, quand on prive quelqu'un d'un travail, il faut lui donner un alternatif. Quand on les a privés des jobs dans le secteur public dans les années 80, ils sont devenus des marchands ambulants. Aujourd'hui, on les empêche de travailler. Il faut leur donner un alternatif pour qu'ils puissent gagner leur vie correctement et convenablement. Et là, je vais revenir sur les 2 sites qui ont été alloués, le site de Descamps et le site de la Gare du Nord. Monsieur le vice-président, c'est dans un état déplorable. Il n'y a aucune infrastructure, ce n'est pas couvert, il n'y a rien. Ils ont couvert avec des habits de fortune, il y a une insalubrité totale, il y a un manque d'hygiène, les gens n'osent même pas entrer. Les différents projets annoncés n'ont même pas débuté. Les différents projets annoncés en fanfare depuis 2015 n'ont même pas débuté et on entend dire que ça va être prêt en 2022, monsieur le vice-président. En 2015, on les chasse sur le lieu de travail et c'est en 2022 qu'on leur propose que ça va être prêt. Et je vous dis tout cela en connaissance de cause parce que bon nombre des personnes qui viennent me voir pour une aide financière, pour une aide quelconque, a considérablement augmenté. Ces gens-là, jamais ils ne venaient me voir. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient, ils gagnaient leur vie convenablement. D'accord, il fallait mettre de l'ordre, mais en tant que gouvernement responsable, on aurait dû prévoir un alternatif crédible, monsieur le président. L'action contre les marchands ambulants menée par ce gouvernement, par le truchement du ministre d'alors, l'honorable Osnou, est inhumaine, monsieur le vice-président. Et là aujourd'hui, je vais déposer à la table de l'Assemblée nationale. Vous allez être vous-même choqués. Qu'est-ce qu'on n'avait pas promis
aux marchands ambulants avant les élections et juste après les élections, juste pour avoir le vote. Le ministre Osnou, dans une interview au journal Star du 21 au 27 décembre 2014, il les avait proposés, monsieur le vice-président, véhicules duty-free aux marchands ambulants. Véhicules duty-free aux marchands ambulants. C'est en couleur, j'avais déposé ça. Véhicules duty-free aux marchands ambulants. Ils ont proposé au gouvernement de permettre aux marchands ambulants qui sont dûment enregistrés de pouvoir faire l'achat de véhicules hors taxes pour le transport de leurs marchandises. Aujourd'hui, après 4 ans et demi, monsieur le vice-président, ils sont toujours dans la galère. Ils sont pourchassés à droite, à gauche, et jamais ils ont vu le duty-free, monsieur le vice-président. Et je dépose ça à la Chambre pour que certains d'entre eux se rafraîchissent la mémoire, monsieur le vice-président. Répondant à un PQ, je ne vais pas entrer dans les détails, il avait dit qu'il allait faire le marchand ambulant une de ses priorités. Et parce que ces gens-là, monsieur le vice-président, si le gouvernement réalisait que ces gens-là ont décidé de mettre pour leur propre compte, faute d'un emploi ou encore de ne pas grossir la liste déjà longue des bénéficiaires des prestations sociales, les marchands ambulants sont des gens honnêtes, monsieur le vice-président. Et maintenant, laissez-moi passer à un autre item qui avait polarisé notre attention ici dans cette auguste chambre, monsieur le vice-président, c'est la réforme électorale. La réforme électorale, tant attendue et malgré l'engagement pris, a été délibérément sabotée. À quelques mois des élections, on ne peut attendre à quelque chose. On a, semble-t-il, délibérément saboté le projet de réforme pour maintenir le statu quo. Ainsi, le best loser system sera maintenu. Mais l'attitude de l'honorable Anwar Osnou à ce sujet est vraiment déplorable. Son volte-face en dit long sur son sens de l'opportunisme. Il a été le plus vociférant durant la campagne électorale sur l'item de best loser, totalement opposé à quelconque abolition. Mais quand l'heure est venue pour s'opposer officiellement au Parlement, ici, il a perdu sa langue. Il a perdu sa langue. Tout le monde a participé au débat. Parce que tous les honorables membres ont participé au débat. Même l'honorable Diomaye, qui entre-temps a changé d'écurie, il a changé d'opinion, il a participé au débat, il a dit son opinion et je respecte son opinion. Mais l'honorable Osnou, après les élections générales, entre-temps, il a été nommé ministre. Entre-temps, il a eu son chèque de 15 millions de roupies pour l'achat d'un terrain par le gouvernement. Lui, il ne dit rien sur le best loser. Mais quand même, il faut rappeler que ça a été passé au Conseil des ministres, au cabinet, il a donné son approbation. Et là, j'aurais aimé quand même venir sur un manchon qu'il a débité dans la circonscription numéro 3 durant la mobilisation du meeting du 1er mai. À l'effet, Kosantridis Goumani, quand il avait fait sa réunion en 2013, que je n'étais pas venu. J'étais allé me cacher. Mais c'est une honte. Je n'étais pas au pays. J'étais à l'étranger pour une mission officielle pour le Parlement. Et je l'ai même appelé pour lui dire que je n'allais pas être présent. Il a présenté mes excuses. Et aujourd'hui, il a dit aux gens dans la circonscription numéro 3 que je n'étais pas venu à cette réunion. Mais c'est vraiment cheap de sa part, monsieur le vice-président. Honorable Adila Miami, yes? can you be moderate in your remarks? I can't, Mr. Speaker, sir. I can't. I'm on my feet, can you sit down? Yes. These are the rules of the National Assembly. You have to be polite and moderate in your remarks. I think I have been polite, but you know, as an inhabitant of number 3. No, I'm not talking with you. Please. As an inhabitant of number 3, I remember what happened during the electoral campaign, how he campaigned against the abolition of best reserve. This is why I'm so emotional about it, you know. So, Monsieur le Vice-Président,
Mais quand même, monsieur le vice-président, un autre item encore sur lequel il garde le silence, c'est on ne sait pas de quel parti il est. Parce que dans le numéro 3, on entend dire qu'il en a donné un mail avec le sourire du vice-premier ministre, Aman Kolanda Belou. On entend dire qu'il est dans un mail, mais de temps en temps, on entend dire qu'il est dans MSM. Quand même, il faut être honnête, soit dans un mail, soit dans MSM. Il n'y a pas à avoir honte, ça. Il faut clarifier, il faut clarifier sa position, monsieur le président. Donc, monsieur le vice-président, je sais que ça fait mal, mais la vérité, ça blesse toujours, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, quand j'entends les députés de la majorité vantant la liste des projets dans les circonscriptions respectives, je suis vraiment jaloux. Je suis vraiment jaloux quand j'entends dire, comme hier, l'honorable Alifé, il nous disait, This is not correct at all, Honorable Adhiana. Please take your seat. When you refer to an honorable member, you have to spell his name correctly. Please. Ouais, je m'excuse, je retiens, mais tellement il nous a dit fait, que je me suis trompé, et je me suis dit Alifé, mais je retiens mes mots. Donc, monsieur le vice-président, tellement on a entendu fait qu'on se croyait dans un conte de fées à la sauce de Cendrillon. Donc, mais de toute façon, monsieur le vice-président, je peux vous dire que l'année prochaine, il va terriblement nous manquer. Donc, je suis extrêmement jaloux par la circonscription numéro 3, Plaine-Verte, Rochebois, est vraiment l'enfant pauvre de la République. Et je n'exagère rien en disant cela. Pas un projet d'infrastructure, pas un seul projet de développement, pas un projet sportif, rien n'a été fait dans la circonscription numéro 3. Et je dis cela en connaissance de cause. Aujourd'hui même, j'ai parcouru tous les discours de l'honorable Osnou depuis 2015 à ce jour sur le budget. Vous allez être choqués. Il ne plie pas un mot sur la circonscription numéro 3 de ce qu'il a fait. Allez voir ce que je suis en train de dire. Je ne mens pas. En 2015, 2016, 2017, 2018, pas un seul mot sur la circonscription numéro 3, monsieur le vice-président. Mais ça il faut le faire, monsieur le vice-président. Donc, parce que quand même, quand je dis que les députés, les ministres du gouvernement, quand ils sont au gouvernement, depuis tout le temps, ils essayent de faire quelque chose pour leur endroit. Ils essayent de laisser une empreinte de ce qu'ils ont fait. Mais essayez avec une torche d'avoir l'empreinte de l'honorable Osnou au Plaine-Verte. Et je les mets au défi d'aller prouver le contraire de ce que je dis. De combien d'inauguration il a fait. Il a une seule, je crois 2 chambres. 2 chambres, c'était un truc pour les personnes âgées qui a été fait par la municipalité de Port-Louis qui porte le nom de du père de M. Youssouf Nazoral, qui a été fait à Plaine-Verte. Mais à part ça, monsieur le vice-président, rien n'a été fait dans la circonscription numéro 3. Et avant de terminer, monsieur le vice-président, rapidement, j'ai dû skipper beaucoup de trucs, mais rapidement, j'aurais aussi envie de dire ma déception par rapport à la force policière dans la circonscription numéro 3. Ma déception par rapport à la rue des Forges, à la rue des Pamplemousses. Il n'a jamais un policier, tout le long de la semaine, et même la veille de la fête, j'ai appelé à la station de police de Plaine-Verte pour dire aux préposés, allez mettre des policiers, il y a tellement de trafic. Rien, monsieur le vice-président. Monsieur Osnou, il est ministre dans la circonscription. Il aurait dû faire son travail. Il aurait dû faire son travail. Moi j'ai fait le mien, monsieur le vice-président.
Anyway. Donc, Monsieur le Vice-président, avant de terminer, je tiens à remercier, j'aurais aimé tellement en dire beaucoup d'autres choses, mais le temps fait défaut. Il y a mon collègue Veda Balamboudi qui doit parler après moi. Avant de terminer, Monsieur le Vice-président, j'aurais aimé remercier l'électorat de la circonscription numéro 3, Plaine Verte, Rochebois et Agaléga, de m'avoir élu à 2 reprises. En tant que député et habitant de la circonscription, j'ai toujours été à côté de mes mandants. Et au Parlement, je me suis fait un devoir de soulever leurs problèmes à travers des questions parlementaires et à l'ajournement pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. D'ailleurs, si le ministre aurait été fait pareil, je suis sûr que la circonscription numéro 3 aurait sorti grand gagnant, Monsieur le Vice-président. Et pour terminer, Monsieur le Vice-président, je souhaiterais voir une île Maurice émergente, prospère, juste et généreuse, une nation unifiée et avec chaque individu jouissant des droits égaux. Les innombrables scandales et l'arrogance du pouvoir fait que l'usure commence à se faire sentir. Monsieur le Vice-président, pour terminer, la politique est une roue qui tourne en permanence et cette roue est en marche pour botter ce gouvernement hors du pouvoir et ce sera justice naturelle.